Bonjour à tous, vous êtes sur Lancé Critique et aujourd'hui en compagnie de Monsieur Filou, nous avons essayé un jeu de rôle narrativiste, symboliste et poétique pour deux joueurs, La Clé des Nuages de Félix K.F. Béraud. Dans ce jeu, un des joueurs, moi en l'occurrence, incarne le mage, une personne dont la singulière quête l'amène à explorer d'étranges et mystérieuses ruines. Il aspire à acquérir un certain pouvoir, à obtenir des réponses, voire à trouver un sens à son existence. L'autre, en la personne de Monsieur Filou, appelé l'image, se charge de décrire les ruines progressivement et de mettre le mage face à des situations intéressantes sans connaître à l'avance la nature de sa quête. Nous avons joué avec la version 0.9, dite débordante, que vous pouvez retrouver sur le blog de l'auteur dont je vous mets le lien dans la description. La partie dure environ 1 heure et en fin de vidéo, nous discutons de notre ressenti après cette première partie de la Clé des Nuages. Alors, le mage, ça va être un personnage plutôt, plutôt petit, sans âge, qui a l'air épuisé, exténué. Il a des grands vêtements amples, un peu arabisants. Il ne, il n'a- il n'est pas vraiment entretenu. Il est un peu crasseux. Il a les cheveux longs, il a la barbe qui n'a pas été taillée depuis Dieu sait quand. Il a à sa ceinture un petit sac de poussière. Et ce sac de poussière, c'est son talisman. C'est ce qui lui rappelle sa quête. Et également, avec moult de précautions, il tient entre les paumes de ses mains une bulle de savon. Et cette bulle de savon est la source de son pouvoir magique. Alors qu'il commençait sa quête, il a fait ça de façon très académique. Il a cherché dans moult ouvrages, traversé des continents afin de trouver des informations. Et dans un vieux grimoire, il a enfin trouvé ce qu'il cherchait. Et il semblerait que ce soit dans des ruines. Il a donc continué son périple, d'abord à dos de bête, et puis à pied. Et finalement, après un voyage des plus éprouvants, il arriva enfin devant ce qu'il pensait être une cité perdue. Une cité qui a sûrement autrefois été florissante. Devant, devant ce mage qui a fait tout ce trajet pour arriver à cette cité perdue, se trouvait un spectacle étonnant. Alors que, autour de lui, se trouvait une campagne, nue, presque aride, sans sans aucun relief ou très peu, et avec peu de végétation et de de la rocaille à perte de vue. En ce lieu qui semble, peu propice à ce que des gens, y viennent et que des gens y habitent, eh bien, pourtant, devant lui se trouvait un mur gigantesque, une muraille, extrêmement haute, et face à lui, comme une brèche dans cette muraille, se trouvait une arche gigantesque, majestueuse, entourée
de 2 gigantesques statues invitant, le voyageur à entrer dans la cité. Un travail qui a sans doute, son temps nécessité un temps gigantesque de construction et tout ça pourquoi? Pour que cette cité apparemment soit abandonnée puisque, la muraille semble presque intacte et tout semble porter à croire qu'après avoir bâti ce mur gigantesque et sans nul doute, heu, les bâtiments, qui composent la cité, les gens sont partis simplement. Le ce Il y a eu sans doute autrefois des portes, mais plus de portes, juste une ouverture invitant le voyageur à entrer, à passer sous cette arche, à franchir les, 5-6 mètres d'épaisseur de mur qui, est, de l'autre côté et donc 1er endroit dans lequel le voyageur, peut se retrouver, eh bien, il s'agit d'une place, une, un peu comme on imaginerait un centre de village avec, tout un tas de des rues qui s'éloignent, heu, comme des rayons s'éloignent d'un astre, heu et entre les rues des bâtiments qui portent, des noms, ici de tannerie, ici une sorte d'épicerie sans doute, une boulangerie, un atelier de scribe et un endroit que l'on imaginerait, empli d'une foule, joyeuse et bruyante et heu et qui là, eh bien, par contraste, est entouré de vide, d'un silence, étrange. Le Au centre de cette place se trouve ce qui fut autrefois une fontaine avec des jets d'eau, sans doute pouvant faire des motifs et pouvant, former une sorte de spectacle, aquatique avec des grands jets, qui, heu, qui bougent en rythme et qui, arrosent les enfants turbulents qui s'approchent de trop près. Au sommet de cette fontaine, heu, se trouve une une orbe blanche, heu, translucide qui, qui évoque une bulle de savon qui trônerait au sommet de cette fontaine. À gauche de la fontaine, gravé, sur le pilier, enfin accroché au pilier central qui, mène jusqu'à cette bulle, heu, se trouve une statue représentant un homme, souriant et jouant d'une sorte de petite lyre.
À droite de cette fontaine se trouve quelque chose qui fait écho au bassin d'eau qui maintenant est vide et qui autrefois fut sans doute rempli et reflétait l'image de celui qui s'y regardait. Heu, heu, on ne peut plus se mirer dans le bassin lui-même, mais à droite, faisant opposition à la statue, se trouve une, un un cadre, un cadre ovale, et enserrant une vitre, un miroir. Sur et détail étrange, sur, chacune des petites, maisons qui entourent la place, à côté d'une inscription à moitié effacée, sur soit gravée sur heu, sur sur le mur en briques qui entoure la porte d'entrée de l'atelier, soit, sous la forme d'une pancarte, sur lequel, se trouve le nom ici d'une taverne, ailleurs d'un atelier. Pancarte à moitié effacée, mais derrière chacun de ces noms se trouve, écrit ou gravé une flèche. Certaines vont à gauche, d'autres à droite, certaines vers le haut, d'autres vers le bas, certaines, dans des directions, diagonales. Aucune flèche ne semble indiquer le même endroit et pourtant toutes ces flèches semblent indiquer quelque chose. C'est avec soulagement que j'arrive devant cette muraille gigantesque que j'avais déjà pu apercevoir en loin et que j'espérais au fond de moi être la cité, les ruines de la cité que je cherchais. Car après tout, je n'en avais entendu parler que dans un vieux livre poussiéreux. Il se pouvait très bien que ma quête ne mène nulle part. Bien que le cœur léger, je restais quand même prudent. Je tendis l'oreille et me rendis compte à quel point le silence était omniprésent en ce lieu. Un profond sentiment de quiétude semblait se dégager de ces ruines. Ne voulant tout de même pas me presser, de peur de manquer quelque chose qui serait important, je traversa l'arche gigantesque, qui semblait avoir été bâtie pour des créatures qui étaient bien plus grandes que moi, ou alors pour quelques animaux incroyables que je n'ai jamais croisés. Peut-être des choses d'un ancien temps. Je m'arrête un instant pour regarder de gauche et de droite ces énormes statues qui sont là pour accueillir les visiteurs. Leur visage est chaleureux, leur visage est rassurant, et leur visage est au final très humain. Cela m'étonne un petit peu, étant donné les dimensions de ce mur, les dimensions de ces portes, et surtout pourquoi un accueil aussi chaleureux alors que ils ont mis une telle barrière pour se protéger du monde. Il faudra sûrement que j'explore un peu plus pour comprendre les secrets de cette civilisation, mais d'autres choses m'attendent, d'autres choses m'appellent dans ces ruines. Je me dirige jusqu'à la place du village et je sens ma bulle de savon légèrement vibrer. Je regarde cette fontaine centrale, omniprésente, qui à présent est éteinte, qui à présent s'est tue, comme
tout le reste de la ville, dans ce silence effroyable. Un petit peu comme si nous étions d'ailleurs dans une bulle de savon. Je tourne la tête et je vois cette statue avec cette lyre, et je comprends que je suis au bon endroit. Je m'approche pour regarder, pour voir un peu plus en détail, pour regarder les traits, comprendre si ce n'est pas une illusion, si ce n'est pas moi qui me fais des idées. Mais non, c'est bien une statue représentant une personne dont j'ai besoin. Et je pense que les gens dans cette ville, dans ce qui fut cette ville, dans ces ruines, eux aussi avaient besoin de lui. Je vois de l'autre côté de la fontaine, en parallèle à cette statue, ce cadre. Je m'en approche, ressentant toujours ma bulle de savon s'agiter entre mes doigts. Un petit peu nerveux, je joue avec ma bourse pleine de poussière qui traîne à ma ceinture. Et je ne vois que le reflet du ciel dans ce cadre. Je comprends que c'est un miroir, mais j'ai un peu peur de ce que je vais y voir. Cela fait des mois que je voyage, peut-être même plus après tout. Je n'ai pas tenu compte des jours. Et j'hésite à regarder. Cela dit, après tout, c'est peut-être un début de réponse, et je pense qu'il faut que j'y jette un œil. Je me penche, mais ce que je vois n'est pas vraiment moi, mais c'est tout de même moi. Je me vois propre, je me vois reposé, et j'ai pleinement conscience que cette apparence n'est pas la mienne, mais peut-être l'apparence que je pourrais avoir. Cela dit, je reste tout de même perplexe. Pourquoi avoir mis ce miroir ici ? Pourquoi en parallèle avec cette statue qui est si importante ? Je regarde autour de moi, je vois des échoppes, diverses et variées, et je prends un peu de temps pour regarder. À l'intérieur, bien que poussiéreux, bien qu'en ruine, il semblerait que tout ait été laissé sur place, que rien n'ait été pillé, que rien n'ait été saccagé. Comme si tout d'un coup, les gens avaient simplement arrêté d'être là, comme si la population avait cessé d'exister. Je m'enquéris un petit peu des panneaux et aperçois ces étranges flèches à l'arrière de l'un d'eux. Me disant que c'est peut-être une indication laissée par un autre voyageur, je le suis jusqu'au prochain panneau. Je me rends compte que ce dernier envoie vers une autre flèche, et après une bonne dizaine de minutes, après une bonne heure passée à aller de panneau en panneau, en essayant de comprendre, je retombe sur mes pas. Je me rends compte que je me suis fait avoir comme un bleu, et décide de m'y prendre autrement. Je m'approche de la fontaine et essaye de faire résonner la sphère qui est en haut avec la mienne. Un léger son s'en dégage, un petit peu comme une mélodie que l'on pourrait jouer avec une harpe. Et j'entends ces notes, et à chacune d'entre elles, une des flèches s'allume.
Je décide alors de suivre ces flèches, et là le chemin est totalement différent. Je vais de gauche, je vais de droite, et alors que la ville me semblait plutôt plate en soi, j'arrive devant ce qui me semble un palace. La dernière flèche, illuminée indiquait très clairement la direction de de ce bâtiment. Ce bâtiment, très grand, gigantesque même, mais pas tant que ça, comparé au eh bien, ma foi, à la hauteur de la muraille et aux autres bâtiments que le mage a vus et pu apercevoir et qui composent cette cité. Et pourtant de ce bâtiment en particulier semble se dégager une impression de une impression de luxe, heu, qui n hormis la muraille en elle-même, ne figurait dans aucun des autres bâtiments entourant la place centrale que le mage avait pu apercevoir. Devant le bâtiment, devant ce palace, l'espace était dégagé. Il y avait, il y a sur le côté gauche un bâtiment annexe, manifestement pouvant accueillir chevaux et carrioles et somptueusement équipé de manière à ce que même les bêtes profitent d'une d'une forme de bien-être en étant choyées en ce lieu. Quelques marches montent vers, cette entrée. Le les portes, une nouvelle fois, manquent à l'appel, mais on on imagine que, même au temps où le bâtiment servait, lesdites portes ne servaient, pas à grand-chose. On on imagine, ces portes ouvertes avec un, un groom, en permanence, à l'entrée là pour, récupérer les bagages des voyageurs fatigués et les guider bien jusqu'à ce à l'intérieur du palace. Heu, Cet accueil, sorte de gigantesque, cercle, au centre bien du hall du palace, derrière lequel se trouvait s'est sans doute trouvé jadis une personne chargée d'enregistrer les voyageurs et de leur donner, accès à leur chambre. D'ailleurs, heu, au centre de ce cercle, se trouve un pilier. À ce pilier, se trouvent, des crochets et à ces crochets, à certains de ces crochets sont encore, fixées des clés qui, sans doute, ont servi à ouvrir des chambres. Certaines clés sont présentes, d'autres clés manquent à l'appel et il semble y avoir une étrange régularité dans les l'espacement entre les clés manquantes. Au sommet de ce pilier, faisant écho à la fontaine qui se trouve, à l'extérieur, au sommet de ce pilier se trouve une nouvelle fois
une herbe translucide, émettant un peu de un peu de lumière, émettant, une lumière colorée, chatoyante, heu, formant presque une forme d'arc-en-ciel, un peu comme lorsque la lumière entre dans une bulle de savon et en ressort, décomposée par le prisme de la pellicule de savon. Et cette lumière éclaire, particulièrement bien les motifs métalliques des clés qui se trouvent autour du pilier. Alors que je m'approche, que je monte les premières marches de ce bâtiment, brillant de son luxe, qui semblait être caché à la vue de tous, mais pourtant bien présent, je remarque cette petite étable, cet endroit pour poser les animaux, et ma curiosité est plus forte que moi. Je me demande s'il y a des restes, s'il y a une trace de ces animaux fantastiques pour lesquels ces portes gigantesques ont été bâties. Et je vais voir, je m'en approche. Là aussi, l'endroit semble en parfait état, comme s'il venait d'être utilisé, sauf qu'il est entièrement vide. On peut y voir des choses qui me sont assez familières, comme des box pour des montures, mais je vois également des enclos bien plus grands, des mangeoires bien de taille démentielle. Je constate que l'eau n'est plus là, même si les bacs prévus à cet effet le sont. Et je m'interroge. Je m'interroge sur l'état de ces ruines qui semblent encore immaculées, malgré que tout ait disparu, malgré que ce soit des ruines après tout. Et je décide de ne pas pousser plus loin mon exploration, ma curiosité étant en satisfaite, me rendant compte qu'effectivement il devait bien y avoir des créatures fantastiques, des créatures oubliées de nos jours, faisant des tailles disproportionnées. Je décide d'aller plus en avant vers cette demeure grande ouverte, cette demeure sans enseigne. Et l'une des choses qui me frappe à nouveau, c'est l'absence de porte. Comment se fait-il que cette cité, qui est loin de tout, cachée du monde, entourée de grandes murailles, ait encore une fois l'air si accueillante? Pourquoi ce palace, que l'on ne peut trouver que si l'on sait où chercher, est lui aussi accueillant? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas et je cherche. Probablement les gens de cette cité savaient des choses. Probablement étaient-ils accueillants envers ceux qui savaient quoi chercher, mais étaient très prudents envers ceux qui ne le savaient pas. Et c'est avec cette pensée à l'esprit que je me dis qu'il va falloir que je fasse attention. Car si je deviens une personne qui ne sait pas ce qu'elle cherche dans ces ruines, je pourrais simplement m'y perdre et plus personne ne me retrouverait jamais. Je m'avance un peu et arrive dans une grande pièce, pleine de lumière. Je vois des reflets qui me font plisser les yeux, des reflets métalliques de plein de clés qui ont été qui sont là. Et pour moi, je me dis que c'est peut-être un temple, c'est peut-être un endroit pour les voyageurs. Mais une chose est sûre, encore une fois, je suis sur la bonne voie. Je regarde ces clés et j'en décroche une. Instantanément, le
Le simple fait de l'avoir enlevé me dérange. Je vois que j'ai cassé l'harmonie du lieu. Les reflets ne sont plus ce qu'ils étaient. La pièce elle-même a perdu de son éclat. Il semblerait que toutes ces clés aient été enlevées dans un ordre précis, histoire de faire une mélodie juste, le bon accord peut-être. Je regarde autour de moi. Je vois en haut de ce pilier cette sphère lumineuse qui déborde de lumière. Je cherche un moyen de m'en approcher. Elle est trop haute. J'ignore comment faire. Je ne saurais comment faire. Ma propre bulle, elle, est silencieuse. Elle ne résonne plus. Et je me dis qu'il y a sûrement autre chose à faire. Il faut que je fasse un peu plus attention. Je regarde un petit peu tout autour de moi. Et je vois dans les coins de la salle des statues. Des statues qui, à n'en pas douter, représentent la même personne que celle à côté de la fontaine. Je vais pour les observer de plus près, et je constate contrairement que bien qu'elles aient une lyre à la main, leur main est ouverte, comme si elles attendaient qu'on y mette un objet. Je regarde tout autour de moi, cherchant quelque chose qui pourrait me servir d'indice. Malheureusement, je ne vois rien, je ne vois que les clés. Mais après tout, c'est sûrement ça. Je commence à regarder les clés avec attention, avec détail. Après tout, n'en avoir retiré une m'avait déjà provoqué un fort inconfort, mais il est possible qu'il y en ait des en trop. Je regarde, je fais le tour. Et effectivement, je vois une clé. Ce n'est pas sa place. Je la retire, la pièce s'illumine encore plus. Je vais prendre cette clé et je m'approche d'une des statues. Je remarque une ombre qui se forme dans sa main lorsque j'approche la clé. Cela dit, l'ombre est beaucoup plus grande que la clé que j'ai retirée. Je vais essayer sur une autre, puis il y a une troisième, et cette fois-ci c'est la bonne. L'ombre et la clé se correspondent. Je la pose là, la main se referme. Ayant compris peut-être ce que l'on attendait de moi en ce lieu, avec une certaine excitation, malgré la fatigue, je commence à chercher les clés en trop, essayant d'être le plus attentif au pattern pour ne pas cacher la lumière de ce lieu, pour ne pas bloquer les effets de la sphère. Avec moult de minutie, prenant mon temps, je finis par trouver les 3 autres clés. Je les pose dans les mains des statues. Un bruit se fait enfin entendre. Le premier, vraiment, autre que mes pas, depuis que je suis arrivé dans cette cité, dans ces ruines. Le sol, au pied du pilier, s'ouvre doucement, comme une vieille dalle qui grince, un passage secret, un passage oublié. À l'intérieur, j'espère y trouver bien sûr un lieu de culte. Une série de marches s'enfonce dans l'obscurité, même si cette obscurité disparaît assez rapidement pour laisser place à à cette lumière qui, qui inondait la salle aux clés et aux statues et qui, heu, laissant quelques secondes
à l'obscurité de ce passage, pour se souvenir que, eh bien, que la lumière existe, reprend ses droits et chasse définitivement, peut-être, peut-être pas, toute cette, obscurité résiduelle qui dormait ici depuis si longtemps. En bas de, enfin, ces marches, heu, d'abord, suivent un un motif circulaire, un peu comme un escalier en colimaçon, mais petit à petit le le la courbure de cette spirale se fait, de moins en moins grande et finalement les escaliers deviennent droits, toujours en descente et petit à petit, de plus en plus larges, rejoignant finalement, d'autres escaliers qui menaient là, dessus dont on ne sait où et qui, se rejoignent pour former un grand escalier, un grand escalier, descendant. Il est difficile d'imaginer que quelques secondes plus tôt, tout cet endroit était plongé dans l'obscurité, puis alors que maintenant, par on ne sait quel prodige, heu, l'endroit est, brillamment éclairé sans que l'on puisse discerner, nulle part de torche ou une quelconque source de lumière. Comme si la la lumière de la bulle de la salle, au-dessus, s'engouffrer à travers l'escalier et une fois sur place, changer d'orientation pour, inonder de lumière toute, toute cette salle. Des bancs trouvent, à intervalles réguliers sur cette plateforme étrange. Cette plateforme étrange, heu, assez droite, d'une centaine, peut-être 200 mètres de longueur et une vingtaine de mètres de largeur. La chose étrange, c'est que, un mur, heu s évidemment délimite, cette salle de part et d'autre, d'un bord à au bord, en au bord d'en face, de l'autre côté du de la largeur. Mais ce qui est étrange, c'est qu'il y a un petit espace d'environ 2 mètres entre le bord de la plateforme et le mur en lui-même, des 2 côtés et dans cet espace, entre le bord de la plateforme et le mur, se trouve en contrebas, 1 mètre en dessous de du niveau de la plateforme environ, se trouvent, 2 tiges, 2 tiges métalliques qui sont dans cette sorte de douve, enfin de de creux, entre la plateforme et le mur et qui s'enfoncent dans un tunnel et vers, une autre salle, un autre lieu de la cité, difficile à dire.
De part et d'autre de la plateforme se trouvent ces 2 tiges métalliques qui, longent la plateforme et s'enfoncent ensuite dans un tunnel, dans 4 tunnels différents, 2 d'un côté et 2 de l'autre de la plateforme. Et au centre de cette salle, heu, se trouve, une statue. Encore le même homme, toujours souriant, cette fois-ci, représenté en position assise face à un autre instrument de musique, un piano, un clavecin ou quelque chose comme ça. Heu, c'est les mains de l'homme sont posées sur le clavier de l'instrument, de part et d'autre, et une main semble, appuyer sur les notes les plus graves de l'instrument et l'autre main semble appuyer sur les notes, les plus aiguës. De part et d'autre, son auriculaire, le petit doigt indique, le bout de ce qui semble, bel et bien être un quai permettant d'accéder à je sais quel véhicule se trouvant sur les tiges métalliques. Heu, la le le l'auriculaire de la main, jouant enfin posé sur les touches, enfin sur les touches correspondant aux notes les plus graves indique, une direction, indique, l'un des 2 quais, et la main, posée sur les touches les plus aiguës indique, l'autre quai. Au bout de à l'endroit où se finit le quai et où commence, heu, le le tunnel dans lequel s'enfoncent, les tiges métalliques, heu, sont, s est gravée un une étrange mosaïque, enfin un étrange dessin. D'un côté, à l'endroit où, les tiges métalliques s'enfoncent pour aller, semble-t-il, vers le nord de la cité, et où par ailleurs, heu, enfin, tige métallique, hein, désignée par la main qui touche les notes les plus graves, se trouve sur le motif qui se trouve au-dessus du tunnel dans lequel s'enfoncent les tiges métalliques, se trouve, le la, la silhouette heu, d'un d'un animal massif, une sorte de lion gigantesque, doté doté d'ailes et semblant, fondre sur une proie. De l'autre côté, heu, à l'endroit où les tiges métalliques, s'enfoncent, dans le tunnel, donc au-dessus de l'ouverture, du tunnel, se trouve un autre dessin, lui désigné par la main de de la statue posée sur les notes les plus aiguës, et le dessin en question, figure également un animal étrange, mais d'une nature, complètement différente. Il s'agit plutôt de d'une sorte de petit singe, tout fluet, mais
dont dont la bizarrerie semble, semble associée à son regard. Un regard qui donne heu, au mage l'impression, alors même qu'il ne s'agit que d'une représentation, un regard qui donne, au mage l'impression de le suivre où qu'il aille sur la plateforme et de comprendre toutes les pensées et toutes les émotions, heu qu'il, essaye de dissimuler même en ce lieu où, il n'est, en tout cas de son, heu, lui semble-t-il, totalement seul. C'est avec une délicatesse infinie que commence la descente de ces marches plongées dans l'obscurité. J'y vais à tâtons, marche après marche, pas après pas. Les escaliers sont d'une régularité incroyable, probablement faits par des maîtres artisans, des gens d'un haut savoir malheureusement probablement perdu. Il semblerait que chaque marche ait été parfaitement taillée, parfaitement découpée, adaptée même à la longueur de mes jambes et, et adaptée à mon pas. Et c'est peut-être avec un peu trop d'assurance que je continue ma descente. L'escalier s'élargit. C'est étrange. Pourquoi s'élargit-il d'ici alors que je descends vers ce lieu? Je ralentis le pas. Je vois d'autres escaliers, à ma gauche, à ma droite. Il semblerait qu'il y ait un véritable réseau souterrain sous cette ville, peut-être une ville sous la ville. Que sais-je? Je continue, je progresse. Et j'arrive dans un lieu que je ne comprends pas, qui me semble étrange. C'est grand, c'est très grand. Il semblerait au final que ce soit peut-être d'ici que l'on est censé venir pour remonter à la surface. Cela expliquerait en tout cas ces escaliers plus larges, ces escaliers qui font de gauche, de droite. Mais ce n'est qu'une pièce. Il y a bien sûr un couloir de gauche, un couloir de droite. Mais cela semble en contrebas. Je m'approche quelque peu. Je constate des tiges métalliques qui s'enfoncent dans ces ténèbres, dans ces couloirs oubliés. À quoi cela pouvait servir? À quoi servaient ces lieux? Il y a ces bancs, comme pour attendre, peut-être pour prier. En tout cas, pas assez confortable pour se reposer. Pas un lit, pas un coussin. Ce n'est pas des endroits où rester. Je suis circonspect. Bien sûr, au milieu de cette pièce, une statue. Une statue, comme j'ai pu en voir d'autres, toujours aussi finement travaillée, toujours aussi expressive, toujours aussi humaine quelque part, mais avec un petit côté de divin. Je vais la voir plus en détail et je constate que la lyre n'est plus là. À la place, il y a cette espèce de piano, de clavier. J'en ai déjà croisé dans mes voyages, mais cela m'étonne. Je ne savais pas que ces instruments étaient aussi anciens. Après tout, ce n'est qu'une statue. Peut-être que ce n'est juste quelque chose qui ressemble, et non ceux que j'ai connus.
Je me demande quelle étrange mélodie il avait pu jouer à cette époque. Je regarde un peu plus en détail les mains, ces mains qui m'ont été utiles lorsque j'étais dans cette espèce d'énorme pièce dans ce hall avec toutes ces clés. Et je vois qu'elle pointe. Elle pointe les couloirs sur les côtés, de gauche, de droite. Et je m'interroge. Je sens la fatigue peser de plus en plus sur moi. J'essaye de prêter un petit peu plus attention, mes yeux commençant enfin à se faire à l'obscurité. Et je vois une mosaïque finement travaillée. Encore une fois, la preuve que ces gens étaient des artisans hors pair, et leurs artistes étaient eux aussi des génies de leur temps. Je vois une créature qui semble gigantesque, agressive, belliqueuse, une espèce de félin ailé, avec une crinière rappelant ces créatures mythologiques. Mais le doute m'assaille. Après tout, peut-être que ces créatures ont existé, peut-être n'était-ce pas un mythe. Ou alors, peut-être les ont-ils rêvés. Je les envie. Je regarde. Je me sens quand même peu rassuré par cette créature. Je me dis que peut-être l'une d'entre elles a vécu dans l'étable que j'ai visitée il y a encore de cela quelques temps. Mais ça ne me donne guère envie de m'avancer dans le couloir d'où provient où est affichée cette mosaïque. Je vais m'enquérir de celle de l'autre côté. Ici, je vois une créature qui m'est beaucoup plus familière, bien qu'étrange et disparate. Il y a un petit quelque chose chez elle que je n'arrive pas à situer. Je vois une espèce un petit singe. Enfin, petit. Façon de parler. Je vois un primate en tout cas. Cette représentation est criante de vérité. Alors que je pose les yeux dessus, j'accroche instantanément son regard. Et alors que je fais un pas sur la gauche, celui-ci semble me suivre. Un pas sur la droite, 2 pas sur la droite. L'effet ne s'estompe pas. Je commence à reculer un peu, méfiant, peut-être un petit peu sottement. J'essaye de faire le tour, me cacher derrière la statue, la prendre par surprise. Le regard est toujours fixé sur moi. Je ne comprends pas. Il doit bien y avoir quelque chose. J'ai envie d'y aller, j'ai envie de l'atteindre, mais il y a ce trou entre elle et moi, ce fossé où gît au fond cette tige métallique. Si seulement je pouvais l'atteindre. Je n'arrive plus à détourner mon attention de ce regard. Il m'obsède. Il m'observe. Je ne sais que faire. Je commence un petit peu à regarder autour de moi, à la recherche d'un indice, de quelque chose pour me guider sur la voie. Je n'ai pas envie de me perdre, je n'ai pas envie d'être rejeté par les ruines, par la cité, d'être jugé indigne par ses habitants, même s'ils sont maintenant disparus. J'essaye bêtement de pianoter sur l'instrument devant la statue. Bien évidemment, cela ne mène à rien. C'est taillé dans la pierre. Une pierre qui est d'ailleurs étrangement chaude. Mais cela est
peut-être dû à des vents venant d'ici. On a peut-être une source chaude juste au-dessus. Mais c'est vrai que c'est étonnant. Il n'y avait pas de lumière, nous étions dans un lieu coupé du monde. Je m'attendais à quelque chose de plus frais. Mais je décide de ne pas m'y attarder. Ou peut-être simplement je n'arrive pas à y penser, car ce regard continue à m'observer. Il m'obsède. Et tout soudain, c'est l'illumination. Après tout, il suffit de lui donner autre chose à regarder. Je frotte ma bulle de savon avec délicatesse pour ne pas la briser, pour ne pas la souffler. Et ma main est à présent recouverte d'une fine pâte argentée. Je me mets au niveau de la statue et du côté où le singe est représenté, je me mets à la frotter. On y voit à présent, comme dans un miroir, cela lui reflète. Je laisse le regard du singe m'accrocher et je passe derrière la statue. Et une fois que je suis passé de l'autre côté, le singe m'a enfin lâché. Il est à présent bloqué sur son propre regard, perdu dans ses pensées, et moi qui peux enfin m'atteler aux miennes. Je réfléchis. J'essaye de voir où est-ce que je pourrais aller. Je vois bien ces tunnels qui s'enfoncent dans les ténèbres. Et je me dis après tout, la réponse est sûrement là-bas. Je saute du côté du singe en évitant autant que possible de réaccrocher son regard. Et en tâchant de l'oublier, je m'enfonce dans les ténèbres. J'espère y trouver le but de ma quête. Ce tunnel, s'enfonçant toujours plus profondément dans une pente, descendante et semble long comme une éternité. S'enfonçant toujours plus profondément, cela donne, l'impression que la cité, ses ruines, à l'extérieur, dehors, au-dessus, loin au-dessus, que ce qui semblait être, l'ensemble des ruines d'une cité n'était en fait que la partie émergée de l'iceberg, que le début des ruines, que l'entrée. Le tunnel continue encore et encore. Combien de temps pour le traverser? Quelques heures? Mais ne serait-ce pas quelques jours? Peut-être quelques années? Le temps semble, une notion extrêmement abstraite. Pourtant, c'est à exister. Le l'homme, aux instruments de musique sur les statues a existé et ces notions de temporalité sont bien là, sont bien dictées par, tout ce que le mage sait ou en tout cas, pensait savoir.
Après s'être enfoncé sous terre pendant si longtemps, le tunnel, finalement débouche en pleine lumière du jour et cela n'est pas normal. Après s'être enfoncé sous terre pendant si longtemps sans jamais remonter en aucune manière, comment se fait-il que, au bout du compte, la ce soit, la lumière du jour qui accueille le voyageur? Cette énigme-là, est, relativement simple à résoudre. En effet, dans cette, nouvelle salle, dans laquelle, débouche le voyageur, ce n'est pas, la salle ne se trouve pas véritablement à l'air libre. Elle se trouve au fond d'une sorte de gigantesque, enfin, la salle est gigantesque et heu, une ouverture, très, tout en haut de la salle, laisse entrer la lumière du jour et la lumière du jour tape contre un gigantesque miroir qui se trouve, au centre de la salle, penché de manière à recevoir cette lumière et à la diffuser dans l'ensemble de la salle. Bien évidemment, hormis ce gigantesque miroir qui a pris la place de de la statue à l'instrument de musique, heu, hormis cette substitution, la salle ressemble, pas à la brique près, mais dans sa configuration, la salle ressemble, énormément à celle, qui se trouve de l'autre côté du tunnel, à plusieurs kilomètres, dizaines de kilomètres, que sais-je? Qui peut savoir? De de l'autre côté. On y trouve, les, mêmes tiges, métalliques dans les sillons de ce qui semble être une sorte d'arrivée pour, ma foi, peut-être une sorte d'étrange, moyen de locomotion. L'autre différence qu'il y a entre cette salle et la précédente, c'est qu'on y trouve, pas d'escalier. Cette salle semble être, ma foi, un cul-de-sac, on pourrait l'appeler un terminus, mais un terminus dont aucune, sortie n'est prévue, si ce n'est de, reprendre, l'autre tunnel et de parcourir le chemin en sens inverse. Il serait absurde d'avoir fait, une une telle impasse, cette salle doit bien pouvoir servir à quelque chose, il doit bien y avoir un moyen d'en sortir. Une chose, étrange, c'est que, ce miroir qui est incliné, semble être à la bonne inclinaison pour, accueillir la lumière, mais, pourtant, ce miroir semble pouvoir être bougé, être, pivoté le long d'une sorte d'axe. Le L'autre élément, rappelant, la salle,
de l'autre côté et qu'on y retrouve, les les 2 mosaïques placées à peu près aux mêmes endroits des 2 animaux. Celle, cette fois-ci, c'est, celle du lion qui semble, fixer le voyageur, d'une, moue rageuse de n'avoir pas été le, heu, de n'a de n'avoir pas été l'option retenue par le voyageur et les yeux pleins d'une rancœur et d'un désir de revanche. Le singe, lui, continue de fixer le voyageur, mais cette fois-ci arbore non pas un faciès inquisiteur et semblant tout lire des pensées et des émotions de celui qu'il fixe, mais semble apaisé, semble souriant et semble satisfait de ce qu'il a lu. Sa m sa main, la la main droite, ressemblant étrangement à la main du de la statue à l'instrument de musique dans la salle précédente, sa main indique le miroir. Et je me mis à marcher dans les ténèbres. Au début, je trouvais le temps long. Puis, je m'arrêtais des fois pour m'enquérir des détails des statues que je pouvais croiser. Puis le temps m'a semblé très long. Et j'ai commencé à ne plus regarder les statues. Et le temps me semblait infini. Et je ne savais pas si un jour je reverrais le bout du tunnel. Plusieurs fois, j'ai eu envie de renoncer. J'y ai songé. Je me suis dit, après tout, est-ce vraiment la direction? Est-ce vraiment là que je dois aller? Ne suis-je point en train de me fourvoyer? Mais après tout, ça fait déjà si longtemps que je marche. Peut-être je suis sûrement plus près de la sortie que je ne le suis de l'entrée. Il ne faut pas renoncer maintenant. Et je continue de marcher. Et j'apercevais des statues. J'en venais à me demander si je ne tournais pas en rond, si je ne m'étais pas fait fourvoyer, si au final la cité ne m'avait pas rejeté. Et je marchais. Je marchais pour un temps qui m'a semblé être celui d'une vie, peut-être 2, peut-être plus. Et j'ai marché. Alors que je n'attendais plus rien, que mes vêtements n'étaient guère plus que des guenilles, je pris conscience qu'il y avait de la lumière au bout du tunnel. Mon Dieu, de la lumière. Je me demandais même si mes yeux allaient pouvoir le supporter. J'ai eu envie de courir, de me précipiter. Enfin, sortir de là. Mais mes jambes n'étaient plus en état. Elles arrivaient encore à peine à me porter. Dieu sait combien de temps j'ai passé à marcher. Je continua du coup, plus lentement que je ne l'aurais voulu, et m'avança. Et c'est douloureusement que je pénétra enfin dans une nouvelle pièce.
La lumière était aveuglante, comme en plein jour. Cela n'avait aucun sens. Je n'avais fait que descendre depuis des jours, des mois, des années, des vies. Il n'y avait aucune raison, ça ne se pouvait. Mais il va me falloir attendre un petit peu, le temps que mes yeux se réhabituent. J'essaya à tâtons de voir où j'étais. J'étais toujours dans cette espèce de couloir, guère plus large. Il n'y avait que la lumière qui le différenciait. Mais en continuant à marcher, je finis par rencontrer un mur en face de moi. Le chemin était terminé. J'étais soulagé. Bien sûr, arriver au bout de mon chemin n'aurait pas dû autant m'emporter de joie, mais je n'en pouvais plus de marcher. Je n'en pouvais plus de savoir où j'allais. Du coup, je leva les mains dans l'espoir d'être dans une pièce ressemblant à celle que j'avais quittée il y a tant d'années auparavant. Et effectivement, je ressentis un rebord juste là. J'avais juste besoin de me hisser. Essayant de regrouper mes forces, je pris une grande inspiration, porta ma main à ma ceinture pour m'assurer que ma bourse était toujours présente. Dieu sait ce que j'aurais fait si jamais je l'avais égarée. Mais aucun souci, elle ne m'avait pas oublié. Et à bout de bras, je monta sur le quai. Mes yeux commençaient à s'habituer un petit peu à la lumière. Et j'avoue que j'ai été effrayé de voir à quel point la pièce dans laquelle j'étais arrivé ressemblait à celle que j'avais quittée. Est-ce que j'avais vraiment tourné en rond ? Comment cela se pourrait ? Je n'ai fait que descendre. Comment j'aurais pu remonter ? Je m'en suis aperçu quand même. Au bout de plusieurs minutes, plusieurs heures peut-être, je vis que mes yeux se firent enfin à la lumière qui m'entourait. La pièce, contrairement à celle que j'avais quittée, était baignée dans la lumière. Au centre, une statue, encore une fois, qui me rappelait furieusement la dernière que j'avais vue dans cette pièce là-haut. Comme d'habitude, elle était légèrement différente de toutes celles que j'avais croisées. Je décida de m'en approcher et constata que la pierre était froide. Ça était étrange. La pièce étant baignée de lumière, elle n'avait aucune raison de l'être. Alors que j'étais un petit peu plus habitué à la luminosité ambiante, je tournai la tête à gauche et vis cet énorme félin, ce lion, cette créature gigantesque qui me regardait. J'ai pris peur, j'ai reculé et me suis rendu compte qu'après coup, qu'il ne s'agissait que d'une mosaïque. Une mosaïque qui me rappelait celle que j'avais vue il y a si longtemps. Mais cette fois-ci, elle me regardait. Elle me regardait comme ce fichu macaque. Mais son regard était plein de haine, plein de jugement. Comme si elle m'en voulait personnellement. Comme si elle cherchait à me faire culpabiliser. Je la regarda avec prudence, de peur qu'elle puisse sortir de son mur. J'aurais juré voir ses crocs bouger. Mais ce n'était qu'une mosaïque. Incroyablement bien réalisée, soit, mais qu'une mosaïque. Je me tourna et vis le singe, ce foutu macaque,
Il ne m'avait pas quitté dans mes pensées, ce singe qui m'observait, ce regard qui me perçait, qui semblait comprendre qui j'étais, ce que je faisais. Cette fois-ci, il avait l'air amusé, peut-être même content. J'étais circonspect. Après tout, il m'avait plus qu'intimidé la dernière fois que je l'avais croisé. Il avait ce petit sourire malicieux, comme pour dire que c'est bon, j'avais passé son épreuve et que maintenant j'étais digne de la récompense après la petite blague qu'il m'avait faite. Je regardais sa main et vis un immense miroir. Un miroir au plafond. Un miroir qui reflétait la lumière du soleil. Il n'était donc pas étonnant qu'il fasse aussi clair ici. Un miroir grand comme je n'en avais jamais vu. Et de part et d'autre de ce miroir, il semblerait qu'il y avait un mécanisme, quelque chose. Je regardais de nouveau le macaque, qui semblait pointer cette étrange installation. Et regardais à nouveau le miroir. J'essayais de comprendre comment celui-ci fonctionnait. Parce qu'aussi grand que puisse être un miroir, nous devions être tellement profondément sous terre, comment pouvait-il refléter autant de lumière? Je regardais avec attention. Et me positionna en face de la statue. Je me mis à genoux, retira le sac qui était à ma ceinture et le posa sur une des mains qui libre de la statue, en offrande, en espérant que cela lui plairait. Le bras descendit légèrement, et alors que ce dernier bougeait, l'angle du miroir baissait, faisant changer la lumière dans la pièce, la plongeant dans les ténèbres, alors que je tombais de sommeil. Fin. D'accord. Voilà. Alors après, il y a des questions pour faire le compte-rendu du jeu. Je t'écoute. Alors, question 1 pour le mage. Quelle était ta quête? C'était trouver le repos. Comment s'est-elle conclue? Plutôt bien. Et quelles ont été les étapes importantes? Je pense que l'étape la plus importante a été vraiment ce couloir infini dont le temps semblait me refuser son passage. Mais également toute la découverte des ruines. Question 2. Image. Qu'en avais-tu compris? Pas grand-chose. Non, pas même rien du tout. J'avais compris que tu cherchais quelqu'un, seulement la personne représentée par la statue. J'imaginais que tu ne cherchais pas la personne pour la personne, mais que tu cherchais quelque chose que cette personne pouvait t'apporter, mais je n'avais absolument pas compris ce que c'était. Il m'avait semblé
avoir décelé une certaine, insistance sur les animaux fantastiques et je me disais que peut-être était-ce, une partie de l'objet de ta quête. Mais non, je n'avais absolument pas compris la finalité. D'accord, donc et du coup la deuxième partie de la question c'est que croyais-tu saisir et qui s'est révélé faux, donc tu as répondu déjà. Mmh. Essayez de dire quel sens les clés revêtent pour vous. Est-ce facile ou cache-t-elle quelque chose d'ineffable? Leur semble-t-elle avoir été sujet à une redéfinition en cours de partie? C'est toujours une question qui m'est adressée? Je crois que c'est pour tous les deux. D'accord. Ouais, parce que là c'est essayer, donc c'est du vouvoiement. Donc c'est pour tous les deux. Bah du coup, moi le miroir, ça a été, en tout cas le premier, je l'ai vu comme un reflet de ce qui pourrait être, vu que je cherchais le repos et que bah, je me voyais reposer de l'autre côté du miroir. Et en fait, du coup, c'est pour ça qu'à la fin, quand il y a le miroir qui baisse la lumière et du coup, symboliquement, je peux voir mon reflet dans le miroir, j'ai accès à la récompense de ma quête. Euh, voilà. Les statues, du coup, ben, moi, je les ai interprétées comme on va dire une espèce de divinité, justement, du sommeil. Une divinité onirique. En fait, surtout au début, avec la lyre, je le voyais bien, une espèce de pan qui faisait une berceuse, comme ça. D'accord. Bah, moi donc, Oups. heu, bah, alors, c'est difficile à dire parce que, ça a vraiment été, dans l'improvisation totale, mais je pense que la manière dont j'ai utilisé les 2 clés, c'était comme une forme de représentation abstraite de, ben, de la personne, en l'occurrence du mage ou du voyageur qui cherche quelque chose, et avec une métaphore sur, ben, la réponse est en soi. Heu, la statue étant une forme de côté assez freudien, la statue étant une forme d'inconscient, une part de soi que l'on considère comme étant autre, que l'on dont on dont on n'imagine pas qu'elle vient en réalité de nous-mêmes, mais voilà, donc qui prend corps dans ces statues et qui nous indique, la bonne direction et le miroir étant, ben, le reflet des choses que que l'on sait être soi, mais que l'on a mais dont on a du mal à, que l'on a du mal à assumer et que l'on a du mal à regarder en face et finalement la réponse était de l'accepter et d'accepter le jugement du regard, du singe, entre autres, qui faisait aussi écho à ça et et Eh ben, je pense que tu l'as assez bien traduit, parce que pendant un, pendant un moment, je me suis dit, et si, au final, la solution pour ma quête, c'était ben, d'abandonner la quête. Et du coup, je pense que ben, on s'y retrouve un peu ben, dans ce côté acceptation et de ben, aussi bien des statuts que de l'énigme du singe. voilà, enfin, j'ai répondu sur les 2. Après le
la source, j'avais beaucoup moins de prise, mais si on pousse, plus loin la métaphore, psychanalytique, ça peut représenter le surmoi. Alors, question 4. Les clés permettent-elles de comprendre quelque chose de plus que la simple succession des scènes? Bon, je pense qu'on a déjà un peu répondu à ça. Quel moment avez-vous préféré? Qu'est-ce qui au contraire n'a pas marché ou a révélé une incompréhension mutuelle? Je crois que j'ai juste beaucoup aimé l'arrivée dans les ruines. Vraiment, le début m'a beaucoup parlé. Et, et j'avoue que la toute dernière scène, du coup, qui était en miroir, encore une fois, avec celle d'avant, j'ai eu un gros moment de oh mon dieu, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ben, pour ma part, j'ai bien aimé alors, c'est, heu, c'est pas forcément ce que j'avais en tête, sachant que j'avais pas forcément encore quelque chose de bien défini en tête, mais tout le questionnement de comment se fait-il que cette cité, soit en même temps, heu, inhabitée et cachée, dissimulée et en même temps si accueillante heu, une sorte de questionnement. J'ai trouvé que enfin j'ai bien aimé ce ce questionnement et et ça correspondait assez bien à même si j'avais pas forcément de réponse à cette question précise, mais heu, je me suis rendu compte que c'était l'effet que je souhaitais, rendre dans ma description des murs, de, enfin de la muraille et de la place du village et donc ben, j'étais assez content que ce questionnement soit revenu. Bah, après le moment où j'ai un peu tiqué, c'est sur l'obscurité, heu, de la, 1re des 2 stations de métro, alors que dans ma description, j'imaginais un endroit qui était, lumineux et en fait la lumière de la bulle de savon de la salle précédente qui s'écoulait et qui, chassait les ténèbres pour, voilà et ben, j'ai l'impression que cette lumière, bah, n'est pas arrivée à destination. Et c'est vrai que, pendant que je faisais ma description ben, de ce qui était bel et bien une station de métro, je me suis demandé si je cassais pas le jeu ou si j'allais pas trop loin ou si c'était pas trop perché ou trop, ou pas dans l'esprit. Non, je pense pas. Enfin, ouais, j'ai un peu hésité sur justement l'effet de la lumière. Parce que. Enfin, on va dire que là, j'ai été très terre à terre en me disant qu'une lumière qui vient de loin éclairera peu. Mais, euh, mais ouais. Mais après, non, là, t'as aucun problème de ce côté. Il y avait... je pense être perché, justement, ça fait vraiment partie de la mécanique du jeu. Avez-vous eu des problèmes vis-à-vis du partage des responsabilités? Le mage osait-il décrire les effets de ses actions? Empiétait-il sur les descriptions de l'image? Personnellement, non, mais peut-être toi, oui. Du coup, enfin, oui, un petit peu sur sur cette luminosité. Mais peut-être à d'autres endroits, je ne sais pas. Alors moi, je me suis mais après je me suis posé des questions au niveau de si j'en disais trop ou pas assez ou si j'empiétais un peu.
à 2 moments. Je Il m'avait semblé que tu avais dit bon, au début, je devais présenter les les 3 clés, Yep. mais ensuite dans chaque lieu, tu m'avais dit enfin il me semblait que tu m'avais dit de n'en citer qu'un des enfin que je devais obligatoirement citer un des 3 et ce dont je me suis rendu compte, c'est que spontanément tu rajoutais ceux que je n'avais pas cités, en Ah, particulier la statue. alors en fait, ça c'est pas exactement. Enfin, oui, mais en fait, lorsque j'agis, la résolution doit, si possible, impliquer une clé. D'accord, OK. Ouais. Donc en fait, on a besoin de. Voilà, d'où j'ai. C'est vrai que quand t'as dans un outil une statue, bon bah il y a un moment. Voilà. Et un peu comme ben, pour le singe, j'ai réutilisé le miroir. Enfin, j'ai utilisé la bulle pour faire un miroir. Oui, d'accord. Et du coup, voilà, je me suis posé la question si, j'avais pas oublié quelque chose dans ma description Donc non, non du tout. et l'autre chose, c'est que, ben, à chaque fois, je partais du principe que 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 tu faisais le tra et en fait, dans ma description, hein, typiquement, le tunnel, le long tunnel qui dure une éternité et qui débouche sur, l'autre station de l'autre côté, bah, je l'ai décrit, comme si, bah, tu parcourais ce tunnel donc du coup, j'avais l'impression de prendre le pas sur ta narration, bah, de te dicter quelles sont tes actions et de 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 te dicter un peu les sensations que tu as eues dans l'ellipse, puisque je me suis pas non plus étendu sur ce tunnel, mais dans l'ellipse que constitue le tunnel jusqu'au lieu suivant. Et ça me semblait logique parce que, enfin, te décrire juste le tunnel, selon moi, ça n'avait pas de sens, mais du coup, ben, ça me faisait prendre le personnage, lui faire le chemin, dont je souhaite me débarrasser et lui décrire ce qu'il y a à l'autre bout. Et je me suis demandé, à ce moment-là, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai hésité, à un moment, je parlais du mage et à un autre moment, je parlais du voyageur comme si, la description que je faisais s'adressait à un voyageur lambda, qu'après toi tu en sais ce que tu voulais, mais du coup, j'avais l'impression un peu de te forcer la main sur, Bon, après, ces après tout, je passages-là. pense, enfin, j'ai pas du tout ce sentiment-là, étant donné que, ben, voilà, au final, c'était. Ce dont j'avais besoin, c'était la description de la prochaine salle, donc avoir. On va dire que c'était quasiment que du bonus, et après, moi, je me l'ai réapproprié un petit peu, juste, ben, pour donner les sensations du personnage, ses pensées, etc. Et c'est peut-être justement ça qui m'a plus permis d'avoir ces phases de réflexion, d'introspection, au lieu de juste faire des scènes d'action, entre guillemets. Donc, enfin voilà, moi en tout cas, ça m'a pas gêné. Voire, je pense que ça m'a aidé un peu dans la direction dans laquelle je devais aller. D'accord. Dernière question. Ressentez-vous les rôles de mage ou d'image difficiles à jouer? Lequel vous convient le mieux? Lequel vous semble le plus fatigant? La réponse est oui. Ouais, enfin, je sais pas. En vrai, les deux, ça a l'air c'est pas évident. Lequel me convient le mieux? Bah, pour moi, j'en ai fait qu'un. Et lequel vous semble le plus fatigant? Je saurais pas dire. Rien n'est facile, à mon sens. Heu, alors c'est une bonne question et effectivement, donc comme tu l'as dit, c'est difficile heu, n'ayant fait, pareil qu'un des 2 rôles, ben, c'est difficile d'imaginer, ce comment être dans l'autre. Hem, alors, effectivement, les 2 rôles sont assez, sont assez dissemblables. Heu,
Là, comme ça, et après la partie, j'ai l'impression, mais je saurais pas argumenter, hein, mais j'ai l'impression que je serais peut-être un tout petit peu plus à l'aise dans le rôle de mage. Heu, l'argument, je dis que je saurais pas argumenter, mais enfin, j'ai quand même un argument qui m'est en tête, c'est que, en tant que dans le rôle de l'image et ne sachant pas quelle est la finalité, le truc, j'avais vraiment l'impression de, enfin, j'avais la peur de taper à côté et de pas réussir à donner quelque chose qui soit dans la continuité, voilà, j'ai l'impression enfin, j'avais peur de comprendre de travers et du coup de pas donner aux mages, de quoi de quoi apporter une conclusion satisfaisante, à chaque lieu. Heu et j'ai l'impression, mais après peut-être que je me trompe totalement, mais que je m'en serais peut-être un peu mieux, ou en tout cas que je n'aurais pas, le fait d'avoir à la finalité et de savoir, heu, de 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 conclure, d'avoir la liberté de la conclusion, heu heu, serait c'est un rôle peut-être un peu plus sécurisant, mais essentiellement une impression, et je me perds dans mes explications comme, assez souvent. Non, mais ça Voilà. va. Je pense que j'ai compris le fond. Et du coup, question bonus, est-ce que ça t'a plu? Oui, c'était, intéressant comme expérience. J'avoue que j'ai bien aimé aussi. C'était très autre. Oui, Le... Au final, la narration comme ça marche, mais non, il y a des fois où t'as envie, hein. T'as envie de rentrer dedans. Mais bon. Ouais, c'est assez haute comme jeu. Du coup, je referais bien une partie, mais en jouant l'autre rôle. oui, ben je ferai bien une partie aussi en jouant l'autre rôle. Heu, Pas maintenant tout de suite parce Oui, que je me c'est assez doute, hein, parce que fatigant là, comme expérience. on a mis quand même 2 heures quasiment. Oui, je sais, Oui, j'avais annoncé 45 minutes, mais bon, on s'est laissé porter. après, j'ai pour ma part, je sais que j'ai beaucoup de mal à être concis, et là, Après, je dirais mais qu'être concis, c'est pas un jeu qui s'y prête, hein, du coup. C'est vrai que là, non, certes. plus t'en mets, plus t'en rajoutes, ben, plus tu donnes de matière à l'autre. Donc ouais. Eh bien, c'était foufou. Ben, si. Je dirais que. Du coup, il faudra se planifier le retour de la vengeance de la suite. Eh ben oui, avec grand plaisir.